Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir aujourd'hui en images sur le match, la victoire d'hier du Barça, si on peut appeler ça une victoire, ou plutôt une victoire écrasante, une domination totale. On a éteint Valladolid, on aurait pu en mettre 10, ça aurait été presque pareil. Donc retour en images avec l'analyse, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier évidemment tous ceux qui me soutiennent, ça fait plaisir les amis, le débrief hier a énormément marché. Plus que d'habitude. Rien qu'hier, j'ai gagné quasiment 300 abonnés sur la journée, ce qui est assez, on va dire, exceptionnel. Ça n'arrive pas évidemment tous les jours. Donc merci à tous ceux qui viennent apporter leur soutien, donner leur force. Merci à tous les rageux évidemment qui viennent uniquement même pour critiquer, qui passent un petit coucou sur la chaîne. Ça aide aussi à développer la chaîne. Donc un grand merci à tous. Ça me fait plaisir, ça me touche. On va commencer cette analyse avec quelques petits graphiques qui nous donneront une idée un petit peu de ce qui s'est passé déjà dans le match sans voir les images, mais déjà sur le papier. On a vu un bloc équipe un petit peu plus structuré, parce qu'on avait vu la dernière fois contre le Rayo Vallecano un Gérard Martin qui était très bas en première mi-temps, donc là, vous le remarquez bien, c'est de la première à la 64e minute. C'est pas tout le match complet, mais bon, ça revient à peu près au même. Chaque joueur a remplacé un autre joueur et a joué à peu près dans les mêmes zones. Donc un Lamine Yamal toujours très haut avec une bonne connexion avec Koundé, on le voit avec les flèches. Plus les flèches sont épaisses, plus un nombre de passes importantes entre les joueurs. Donc beaucoup de ballons entre Inigo Martinez, Cubarsí et Casado. C'est assez logique. On va dire parce qu'on a construit depuis la défense, essayé de trouver les solutions, donc ça tournait entre les trois évidemment avec le reste des joueurs qui étaient assez hauts sur le terrain. Connexion aussi Pedri Casado avec un Pedri assez bas qui a une zone d'activité assez large sur le terrain, on va le voir aussi juste après. Un Pedri omniprésent avec un Olmo aussi toujours disponible mais un petit peu plus offensif. Un Baldé assez haut sur le terrain avec une connexion, même si là ça se voit pas spécialement, mais il y avait une certaine connexion mais pas forcément par la passe avec Rafinha, parce que Rafinha très souvent disponible, très souvent à libérer les espaces aussi pour Baldé, beaucoup aller de ce côté, même si là évidemment c'est la passe map, donc évidemment c'est les joueurs qui se font des passes entre eux. Là c'est pas spécialement les zones d'activité non plus sur le terrain. Donc une structure et un bloc assez haut sur le terrain, quasiment à la ligne médiane. Hugo Martinez légèrement plus bas et on le voit à côté Valladolid qui a joué la plupart du match dans sa moitié de terrain et qui a subi, c'est évident. La progression de la balle, que ça soit par la passe ou par le ballon au pied quoi, de prendre la balle et de faire monter quoi, on va dire, hein, évidemment sans faire de passe. On a Inigo Martinez qui est celui qui a fait le plus progresser le ballon, que ça soit par la passe ou en portant le ballon. Cubarsí évidemment, hein, Cubarsí, Inigo Martinez qui sont ceux qui ont fait le plus progresser la balle. D'un côté c'est logique, par exemple Lewandowski ne va pas avoir un résultat très élevé dans la progression de balle puisque c'est celui qui joue le plus haut. Même Lamine Yamal en soi, même si Lamine est beaucoup ici parce que évidemment c'est un joueur qui porte beaucoup le ballon et qui dribble énormément, donc voilà, mais quand on regarde ça, au final, le graphique, on se rend compte qu'il a plus fait progresser le ballon par la passe, plus dans cette zone-là, que en portant le ballon, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Un Pedri aussi qui fait tout le temps progresser parce qu'il vient chercher les ballons un peu plus bas. Voilà. Donc généralement, les défenseurs centraux, surtout des défenseurs centraux qui ont des qualités de passe, ils font souvent bien progresser le ballon. C'est assez logique dans cette configuration-là. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut voir sur le nombre d'occasions. Franchement, comme je l'ai dit, on aurait pu en mettre peut-être 10, ça aurait été pareil. On a vu un début de match où on a eu quelques occasions mais pas forcément très franches, on le voit sur le graphique, dès qu'on a une occasion franche c'est vraiment une rupture dans la progression de la ligne, tu vois, ça fait un angle droit presque pour chaque occasion vraiment franche. On en a une qu'on en a ratée autour de la 50e et après on en a des petites on va dire en début de match. Donc ça fait plaisir parce que ça montre que sur chaque grosse occasion vraiment, quasiment à chaque fois il y a eu un but. Sur chaque occasion vraiment franche, il y a eu un but. Sur la première occasion vraiment franche de Rafinha, but. Celle de Lewandowski, but. Ensuite, bon, il n'y a pas trop le troisième but n'est pas forcément une occasion très franche parce que c'est un cafouillage avec Koundé, tout ça. Mais en deuxième mi-temps, montée en puissance, on a vraiment eu des occasions très franches, très claires et on a su presque à chaque fois marquer. Donc une efficacité incroyable et ça fait plaisir. Avoir une équipe qui marque, qui est efficace, où le danger peut venir de partout aussi parce que on a mis 7 buts. Lewandowski, notre attaquant qui était pratiquement le seul à marquer la saison dernière, n'a mis qu'un seul but sur les 7. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Là on voit la possession, plutôt la sorte de map, on va dire, l'occupation du terrain par les joueurs du Barça. Donc que ça soit sans la possession ou alors en possession. Évidemment c'est plus intéressant de le voir avec en possession. On voit la grosse activité de Pedri, de Olmo aussi.
qui quadrille quasiment tout le terrain tout seul. Une énorme aussi zone d'occupation par Rafinha qui occupait plutôt le demi-espace gauche, mais qui est redescendu quand même pas mal. Donc on a principalement Rafinha, Olmo et Pedri, très grosse zone d'activité, ce qui permet de toujours avoir ce contrôle là, d'avoir des joueurs disponibles, d'effectuer aussi un contre-pressing intéressant parce que les mecs sont partout quoi, sont partout. On regarde Olmo sans possession, regardez la zone qu'il occupe aussi, sans ballon quoi. C'est assez impressionnant. Quand on regarde la hitmap de Rafinha, on voit clairement qu'il y a énormément de zones sur le terrain, il était partout, à droite, à gauche, dans l'axe, à tirer les corners évidemment, mais même en défense, on va le voir dans l'analyse, on s'est retrouvé des fois avec Rafinha en défense. C'est assez fou, mais on va voir que c'est toujours intéressant de voir ça aussi. Donc sans plus tarder, on va démarrer avec l'analyse directement en vidéo. J'ai pas pris toutes les séquences de tous les buts, voilà, il y en a trop. Il y a des buts qui n'ont pas besoin d'être analysés, comme le but de Koundé par exemple, mais j'ai sélectionné quelques actions que j'ai trouvées intéressantes. Ça c'est la première grosse occasion du match. Au bout de la 3e, 4e minute, on a un dégagement du gardien, on voit un pressing assez intéressant, on voit le Valladolid est assez coupé en deux. Il y a les 3 attaquants devant, mais la plupart des défenseurs et des milieux de terrain qui jouent assez bas pour proposer, on va dire, une solution au gardien, sauf que un Barça qui vient bien presser, avec un Lewandowski qui prend les milieux, Dani Olmo aussi qui vient, on l'a vu tout à l'heure, la zone d'occupation, la sorte de hitmap de Dani Olmo sans ballon était assez importante, il couvrait pas mal de terrain. Donc là on a un Koundé aussi assez haut qui potentiellement peut aller presser le latéral, Lamine qui vient gêner le gardien, Rafinha qui est là, peut-être que Baldé doit être aussi assez haut, on va le voir, voilà, il est là, il est un peu placé comme Koundé entre l'attaquant et le latéral. Si jamais le gardien fait la passe au latéral, c'est lui qui monte presser, Inigo décalera, viendra marquer l'ailier, enfin bref, on a plutôt bien quadrillé en termes de pressing, on les a bien gênés. Là on a Casado qui est venu gêner aussi l'attaquant, Olmo qui récupère la balle, qui resserre Casado qui va poser le jeu. Souvent ce qu'on avait c'était le Casado, une fois qu'il récupérait, il sécurisait. On a vu à la fin du match hier Hansi Flick qui a dit que c'est ce qu'il avait demandé à Casado, de jouer assez simple et de pas forcément faire le jeu, de pas chercher à faire des passes risquées ou évidemment il y a toujours besoin de faire quelques passes risquées tout ça, mais de laisser surtout Pedri et Olmo qui sont des créateurs incroyables et des manières de ballon d'exception, donc les laisser eux on va dire gérer, s'occuper des choses on va dire offensives, et lui son rôle ça va vraiment être d'être le nettoyeur on va dire juste devant la défense. On avait une équipe qui était placée assez haut sur le terrain, voilà, et encore on n'est pas très haut, on le verra sur un autre plan que Koundé et Baldé seront carrément vraiment en attaque, Pedri tout ça, tout le monde sera en attaque, mais on a vraiment 2 défenseurs derrière et on avait Casado devant la défense, donc s'il y a une perte de balles ça peut être dangereux. Donc là l'objectif pour Casado c'était de prendre le moins de risques possible, de pas avoir de perte de balles pour pas mettre en danger on va dire tout le bloc qui était assez haut sur le terrain. Donc Inigo on l'a vu tout à l'heure qui est très intéressant. Inigo Martinez on l'a critiqué sur le premier match de Liga parce qu'il avait été catastrophique, on se souvient, contre Valence ça avait été très compliqué, lui et Ferran Torres ça avait été une catastrophe, et là Inigo on peut quand même se permettre de revenir un petit peu sur lui parce que là il enchaîne quand même les bons matchs, que ce soit Bilbao, que ce soit là Valladolid, même le Rayo Vallecano, il a été performant, il faut le dire quand les joueurs sont bons. Inigo est plutôt bon en fait en ce début de saison. Donc on l'a vu tout à l'heure, Inigo qui était le joueur qui faisait le plus progresser la balle. Entre lui et Koubarsi ça fait plaisir d'avoir des défenseurs qui savent relancer, qui savent vraiment casser des lignes avec les passes, et là on le voit, il va servir Pedri qui est un petit peu seul, on voit que la passe elle est dangereuse. Pedri il est un peu encadré même si là c'est l'arbitre. En tout cas il y a quand même 3 joueurs autour de lui et Inigo va pas hésiter à le servir. Là on a l'appel directement de Olmo qui va venir dans cette zone, comme ça quand Pedri va se retourner il va l'avoir face à lui et il va avoir cette facilité à le voir aussi. Par exemple si Olmo reste dans cette zone et demande le ballon à Pedri peut-être aura l'angle de vue bouché par ce joueur là, et vu qu'il n'y a personne ici devant lui, même s'il y a Lewandowski qui fait peut-être son appel, il peut servir Lewandowski, ou alors à la limite Baldé s'il fait son appel en profondeur il peut le servir là-bas. Toujours compliqué, là on a Olmo qui fait le bon appel parce que Pedri quand il se retourne, quand il fait son contrôle directement face au jeu, et là il y a Dani Olmo qui vient dans cette zone et qui peut en plus de ça apporter énormément de danger, et c'est ce qui va se passer, qu'une passe de Pedri et hop direct une remise d'Olmo, ça permet de ne pas ralentir le ballon. On a Pedri direct avec Olmo qui se comprennent très bien, Pedri qui fait la passe à Olmo mais qui direct accélère, on le voit, qui accélère vers le but, ce défenseur qui va se faire totalement avoir parce qu'il s'attend à venir mettre une charge on va dire dans le dos d'Olmo pour l'empêcher de se retourner, sauf qu'Olmo en une seule touche de balle, en une passe, une
remises, il accélère aussi le jeu. C'est ça qu'on en parlait quand on a analysé Olmo, quand on en parlait de ce joueur-là. C'est un joueur qui accélère le jeu, que ce soit par les contrôles, ses contrôles orientés, ses contrôles où il prend de la vitesse toujours, on va le voir sur d'autres occasions. Et là, en l'occurrence, c'est juste une passe, mais il va pas contrôler, attendre, de se retourner, de chercher une solution, de jouer derrière. C'est remise directe, remise et course vers l'avant, et Pedri qui peut accélérer le jeu. Et là, le défenseur, lui, il est battu. En plus de ça, il sort sur donc Olmo pour lui mettre un coup de pression, il sort de sa défense, et là, il y a un espace ici où Pedri va s'engouffrer, le latéral va resserrer dans l'axe pour éviter que Pedri aille tout droit, et ça libérera Lamine Yamal. On va avancer un petit peu, ça libère Lamine Yamal qui est seul. On avait vu au début de l'action Lewandowski qui était sorti de la défense pour proposer au milieu de terrain. On l'avait dit aussi ça, on avait dit que le Lewandowski il dézonait un petit peu trop, mais moi ce que je disais c'était un Lewandowski qui dézone, c'est pas vraiment ça le principal problème. Le problème c'est que personne ne prenait sa place. Quand Lewandowski dézonnait et qu'il y avait une occasion, une action qui se construisait, il y avait personne qui prenait spécialement la place de Lewandowski, ou en tout cas on finissait les actions et Lewandowski n'était pas là où il fallait au final, là où on l'attendait. Et là en l'occurrence c'est pas le cas. On a un Lewandowski qui vient dézonner, qui vient demander la balle au milieu, ça libère la zone, on a Rafinha et Olmo qui se retrouvent en attaque, les deux au poste, comme si on avait deux attaquants, donc Lewandowski se retrouve seul au second poteau. Et Lamine, forcément, il y a la qualité de centre derrière. On va faire la petite passe qui va bien. Bon, la passe est un petit peu courte, mais le défenseur, il se rate, il prolonge le ballon pour Lewandowski. Et là, ce qu'on a aussi d'assez intéressant, c'est que la balle, elle passe et on a un Dani Olmo qui se fait complètement oublier, mais qui est toujours là aussi bien placé. Olmo il sent les coups, c'est un mec qui offensivement il est toujours bien placé, il sent les coups, il est attiré par le but, donc il se retrouve souvent dans les bonnes zones. Il aurait pu en marquer plus hier, il a fait deux poteaux, marqué un but hors jeu, il a mis un but, il a raté une grosse occasion de Lamine qui lui fait la passe, il loupe le ballon. Olmo il aurait pu finir avec 3 ou 4 buts, c'était pareil. C'est encore une fois, c'est un peu comme son match contre le Rayo où il rentre, il aurait pu mettre plus de buts, ça aurait pas été choquant quoi. Vraiment un gros apport de Dani Olmo. Lewandowski qui va foirer complètement son tir, ça va revenir sur Olmo qui va tirer sur le poteau. Malheureusement, pas de chance. Une belle occasion dès l'entrée du match. Action du premier but de Rafinha, le début du festival de Rafinha. Ça va partir d'un jeu aussi avec entre Pedri et Cubarsí. Pedri, encore une fois, qui redescend très bas aussi, mais pour construire, aider à tirer aussi ce milieu-là, pour laisser un petit peu plus d'espace entre le milieu et la défense, parce qu'on voit quand même que Valladolid, ils sont assez compacts. Ce qu'on disait dans le débrief d'hier aussi, c'était que Valladolid, en début de match en tout cas, parce qu'après ils ont un peu changé leur façon de défendre, mais en début de match, on avait un bloc compact de Valladolid, mais ça posait pas le bus devant la surface. Évidemment, quand le Barça était très haut, Valladolid il descendait et il se mettait un petit peu plus bas, on va dire, devant la surface, c'est assez logique. Mais il y avait cette volonté quand même de défendre assez haut, d'avoir une ligne de défense assez haute et assez loin de sa surface. Il en fallait pas plus à Cubarsí et Rafinha pour faire des dégâts, parce qu'on sait que Rafinha les appelle dans la profondeur, il y a de la qualité, et on sait que Cubarsí aussi pour les passes, plutôt pas mal. Hein. Donc Cubarsí aussi l'intérêt d'avoir un défenseur, comme on le disait, un défenseur qui apporte du danger en fait. T'as ton premier danger, c'est tes défenseurs qui ont cette qualité de passe pour faire des différences en une passe et t'amener un but en fait, qui sort de nulle part. Donc là, ce qu'on a au début, c'est un Pedri qui vient attirer un petit peu ce milieu. On a Lewandowski qui vient aussi ici et qui vient libérer. Regardez ce qu'il fait, son appel. Encore une fois, Lewandowski qui dézone un petit peu de son axe, mais le but, c'est que Lewandowski il bouge aussi pour faire bouger cette défense. L'objectif, c'est pas que Lewandowski soit statique et du coup que les défenseurs bougent pas avec lui. Le fait que Lewandowski fasse sa course ici, il se retourne, il dit à Rafinha même. Bon, Rafinha n'avait pas besoin de le savoir, je pense qu'il l'avait vu, mais Lewandowski lui fait signe. C'est bon, je t'ai libéré la place, ici, faut y aller quoi. Regardez, il a bougé la défense, le défenseur central droit au final qui aurait pu défendre sur Rafinha. Il a bougé celui-là, il a ramené le défenseur ici. Donc mauvais jugement de la part des défenseurs, parce que lui il aurait pu laisser son défenseur central gauche défendre sur Lewandowski. Bref, donc là Cubarsí l'a vu. Rafinha l'a vu, ils se sont compris, la passe dans la bonne zone, elle est parfaite. Le contrôle de Rafinha poitrine aussi, il est parfait parce qu'il s'emmène le ballon sans perdre de temps. Il n'y a pas de mauvais contrôle, de bafouillage comme on a pu le voir avec Rafinha par moment, là, par exemple la saison dernière, où des fois il y avait des passes comme ça mais il s'emmenait mal le ballon, tout ça. Là le contrôle est parfait, il se l'emmène dans la course et la finition elle est pleine de confiance en fait. Parce que de finir comme ça aussi facilement, t'as l'impression que c'est Ronaldinho Prime le type. On est passé d'un Rafinha qui était brouillon par moment comme je viens de le dire, à un Rafinha qui arrive face au goal et il te fait un extérieur du pied tranquille. Il y a zéro doute en fait. Et ça c'est un Rafinha nouveau quoi. C'est un Rafinha qu'on a pu apercevoir un petit peu fin de saison dernière.
où un Rafinha qui était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus important, beaucoup plus décisif, beaucoup plus en confiance, je sais pas. Et là, c'est un Rafinha full confiance. Le mec est le meilleur Brésilien du monde, quoi. On est passé d'un Pakistanais à un Brésilien, c'est fou. Magnifique. Donc là on va voir le deuxième but, celui de Lewandowski, 5 minutes après à peine, déjà un Barça qui va encore marquer, et encore une fois un Valladolid qui défend. Alors il y avait eu une attaque juste avant, une récupération en défense, je sais plus exactement, donc on avait le bloc de Valladolid qui redescend mais qui était un petit peu haut aussi d'un côté, mais encore une fois un bloc du Valladolid qui est assez loin de sa surface. Là on a Rafinha qui a lui tout seul avec un appel à attirer les deux centraux, il fait un peu son appel dans le vent, Lamine choisit d'attendre, donc là appel de Rafinha, on voit qu'il attire les deux centraux. Et là, on voit Lewandowski qui est complètement libre. Ici, on a Pedri qui attire aussi ce latéral-là. Le latéral a pas forcément envie de resserrer sur Lewandowski parce qu'il se dit, enfin, peut-être qu'il est concentré entre Lewandowski et Pedri. Il sait pas trop qui prendre, peut-être. Bon, après, on va voir que c'est quand même très mal défendu de la part de Valladolid. Mais bref, là, on a donc Lamine Yamal qui avance. On a Rafinha qui aussi avance vers lui. Un Olmo, en fait, on a plusieurs mouvements, plusieurs directions. Ça, c'est ça qui est intéressant. Un Olmo qui va vers le centre du terrain, un Rafinha qui vient ici, qui revient demander dans les pieds, donc le défenseur d'un côté il était parti vers l'arrière, revient vers l'avant, il sait pas trop, et un Lewandowski qui va essayer de faire son appel, dans le dos de la défense. Donc là la défense, le défenseur peut-être il y croit pas à la passe, je sais pas, en tout cas c'est quand même très mal défendu, le latéral lui il doit suivre. Une fois que Lewandowski il est ici, je pense qu'il doit quand même prévoir le truc quoi, il met tellement de temps à démarrer, en fait s'ils essaient de s'aligner et de mettre hors jeu Lewandowski, il y va pas du tout dessus quoi, c'est quand même assez mal joué. Lewandowski qui s'emmène bien le ballon encore une fois, et la finition elle est pas mal aussi, même s'il tire un peu sur le gardien, j'ai l'impression le gardien la dévie, mais ça rentre. Lewandowski encore une fois buteur, Lewandowski qui est le meilleur buteur de la Liga pour le moment, il a mis 4 buts je crois, 4 buts en 4 matchs, il aurait pu marquer aussi contre le Rayo Vallecano et ça lui aurait fait 5 buts. Un Lewandowski buteur en fait, tout simplement, ce qu'on a perdu un petit peu la saison dernière ou depuis peut-être même la Coupe du Monde, ce retour de Coupe du Monde, un Lewandowski peut-être un petit peu usé mentalement, en tout cas qui était moins performant. On l'a critiqué, Lewandowski, un sacré buteur, on le sait, il n'a pas marqué autant de buts sans faire exprès, ça c'est sûr, mais on peut pas dire que Lewandowski a été bon pendant un an. Et là on retrouve un Lewandowski qui score, qui stat, qui est dans les bonnes zones et qui est décisif, et c'est tout ce qu'on voulait. Et du coup, on est tous très contents, j'imagine. Petite séquence là, c'est juste pour montrer un petit peu la ligne défensive du Barça. On le sait qu'on a eu des problèmes d'alignement de la défense. Et là, on va voir que quand même, c'est plutôt pas mal en termes de coordination. On a eu des problèmes d'alignement sur les derniers matchs où on a pris un but comme ça contre le Rayo d'ailleurs, où Koundé était mal aligné, tout ça. Et là, on voit que la ligne défensive, elle bouge en même temps. Elle est assez synchronisée et c'est assez intéressant. Là, on le voit ici. Alors l'alignement est de toute façon pas parfait, mais on voit que là le joueur déjà il est hors jeu, il essaie de stopper pour ne pas être hors jeu, mais il l'est. On a une sorte de ligne de 5, c'est ce qu'on voyait déjà avec Bernal qui était à la place de Casado, et c'est ce qu'on voit avec Casado, c'est quand on défend, on a vraiment le milieu défensif qui vient un petit peu se coller. Alors il n'est pas exactement sur la même ligne que les défenseurs centraux, mais ça te fait presque une ligne de 5 quand on défend. Alors là concrètement il y en a même pas forcément besoin parce que Valladolid ils sont pas tous en attaque, mais vraiment il y a cette sorte de ligne de 5 que je trouve intéressante de montrer. Là on a le potentiel centre, on a toujours l'attaquant qui attend ici, voir si tu l'as vu, on a Inigo qui remonte un petit peu, Koundé aussi qui est aligné là pour le coup, qui est bien concentré, qui est sur la même ligne, qui est attentif. Koubarsi qui va regarder aussi, qui va s'arrêter, on le voit, et on va avoir cette ligne qui va remonter en fait. Tout le monde remet hors jeu là, il y a toujours l'attaquant qui lève la main, bon il a peut-être pas vu qu'il était hors jeu, je sais pas. On a toute cette ligne là de 5 qui remonte en même temps, c'est assez synchronisé. Alors je dis pas que l'alignement est parfait parce que là on voit très bien que non, mais il y a cette volonté d'être assez concentré, d'être assez synchronisé. Alors il y a du travail encore à faire, tout n'est pas parfait, je trouve ça intéressant de le montrer quoi. Bon là on a une très longue séquence de plus d'une minute, 1 minute 20, quelque chose comme ça, de la récupération jusqu'à l'attaque. Début de l'action en fait, on voit un Pedri qui récupère la balle et le gars je sais pas ce qu'il fait, il était là, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait il sort de situation où c'est fou, c'est Pedri quoi, mais bon voilà. Donc Pedri qui accélère vers ses propres cages, donc là t'as tous les joueurs de Valladolid, enfin les 4 qui sont là, qui essaient de venir le presser, sauf que lui tac, il fait une petite feinte, il se retourne et il va servir Casado tranquillement, et on va pouvoir relancer. On a Casado qui est face au jeu, qui a le temps, qui peut servir soit là sur la gauche Baldé, ou qui va servir en l'occurrence là ici Dani Olmo. Donc là la relance Pedri en une petite feinte, voilà, les mecs ils sont abattus là lui regardez-le, sa posture, il est abattu, il en a marre déjà. C'est la 40e, il y a que 2-0, c'est loin d'être fini le match, mais il en a déjà marre. Donc on va accélérer quand même un petit peu. On a Dani Olmo qui a sorti la balle avec Lamine.
Lamine qui va gagner des mètres et qui va avoir cette patience. Là, concrètement, regardez le nombre de défenseurs qu'il y a, et le nombre d'attaquants du Barça. Au final, là, Lamine, Lewandowski, Rafinha, ils sont 3 et on a joueur de Valladolid plus un 7ème qui est là, qui arrive, qui va revenir. Et on n'a pas cette peur d'attaquer vraiment. On a cette maîtrise. Après, évidemment, Lamine fait ce qu'il veut avec le ballon, donc c'est sûr que c'est plus facile. Quand il y a un joueur comme ça qui est aussi bon, il n'hésite pas à s'engouffrer là au milieu de 4 joueurs, à servir Lewandowski tranquillement. Tous les joueurs de Valladolid qui ont été attirés par la course de Lamine dans l'axe, ils sont focus, ils pensent que Lamine va recevoir le ballon à nouveau, que Lewandowski va lui donner. Sauf que là, on avait le petit Dani Olmo qui s'est fait oublier et qui dans le dos va faire son appel dans le dos du latéral. Et il va être servi. Lewandowski qui joue bien le coup aussi. Lewandowski, il est mieux de toute façon, tout simplement. Même dans le jeu, il est mieux. Il a simplifié son jeu. Système aussi, l'organisation du Barça est aussi évidemment mieux. Donc ça lui apporte peut-être plus de solutions qu'il y a quelques mois, quoi. Donc Dani Olmo est servi. On va repasser de l'autre côté, hein. On va changer un petit peu de côté. Il y a de la patience. Il y a des passes aussi, il n'y a pas que du jeu vertical plein axe, même s'il y en a eu beaucoup. On va essayer de contourner, de balader ce bloc de Valladolid. Maintenant, on voit que le bloc de Valladolid, il est beaucoup plus bas qu'en début de match. On voit un Valladolid qui a plus envie de se faire prendre dans le dos, on va dire. Et là, ce qu'on a d'assez intéressant, c'est un Pedri qui est ici, Dani Olmo qui est ici et un Rafinha qui est ici. Donc là, il y a changement de poste. On l'a vu juste avant, un Rafinha qui est venu faire son appel ici, avec à côté de Dani Olmo, à côté de Lamine. Donc encore une fois des joueurs qui bougent, comme je l'ai dit, Rafinha qui était hyper disponible et qui bougeait partout sur le terrain. Des joueurs, comme je l'ai dit aussi, je l'ai montré depuis que Flick est arrivé, des joueurs qui ont beaucoup plus de liberté sur le terrain, et ça c'est ce qu'on voulait voir la saison dernière ou même la saison d'avant encore, mais des joueurs on avait l'impression que les joueurs étaient trop figés dans leur position. Alors je pense que c'était une demande du coach, de Xavi en l'occurrence, et là que c'est une demande du coach Hansi Flick qui demande à ses joueurs de bouger un petit peu plus, de pas hésiter à sortir de leur zone pour apporter des solutions, des choses, quoi. Tout simplement, qu'il y ait du mouvement, que ça désorganise ce bloc là de Valladolid, mais de toutes les équipes en général, quoi. Donc on se retrouve à jouer sur le côté gauche. Là on a Casado qui vient à la place de Pedri qui va à la place de Casado, un Dani Olmo à la place de Rafinha dans le demi-espace gauche, un Rafinha à la place de Dani Olmo dans le demi-espace droit. Bref, on a des joueurs qui échangent leur position et ça nous empêche pas de continuer à avoir un jeu fluide, de jouer comme si les joueurs étaient à leur poste, tu vois. Ça ne change rien. Ça c'est la force aussi d'une équipe, de pouvoir jouer, d'être toujours aussi fluide dans le jeu en échangeant énormément de positions de tes joueurs. C'est aussi ça ce qui fait la qualité d'une équipe, quoi. Donc bref, j'ai accéléré jusqu'à la fin parce que bon, on fait des passes, on fait tourner. Lamine Yamal qui essaie de provoquer encore une fois sur son côté droit, qui essaie de dribbler. Il y a 2 joueurs sur lui, évidemment, il galère un petit peu. La balle revient dans les pieds de Rafinha qui va servir donc Lewandowski dans l'axe. Lewandowski dos au but qui a pas de solution. Et là, un Dani Olmo, comme je l'ai dit, souvent bien placé à l'entrée de la surface, souvent très intéressant. Le Dani Olmo, quand il est là, il est très dangereux. Lewandowski qui va lui donner la balle, qui va lâcher son ballon aussi. Ça, il a mis un peu de temps, ouais. Il aurait pu lui donner plus tôt, mais bon, vas-y, on va pas chipoter non plus. Il lui donne le ballon et là, Dani Olmo sans élan, même sans élan, il va faire une belle frappe et ça finit encore une fois sur le poteau. Deuxième poteau de Dani Olmo. Ça aurait pu finir au fond, c'était presque pareil. Évidemment, ça aurait fait plus de buts. Mais encore une fois, voilà, ça part d'une action où on est tous en défense. Un Pedri qui récupère la balle, qui est dans sa propre surface et qui casse le premier pressing. Un Dani Olmo et un Rafinha qui échangent leur position. On voit Dani Olmo qui se retrouve dans la position de Rafinha à la fin de l'action. Ça n'empêche pas le jeu d'être toujours aussi fluide et d'avoir toujours autant de solutions. Et ça n'empêche pas les joueurs d'être dangereux en plus de ça. Donc là, c'est juste, c'est même pas une séquence, il n'y a rien à montrer. Le positionnement un peu des joueurs, le bloc de Valladolid regroupé, on va dire, devant sa surface. Donc c'est pas complètement un bus, mais quand même, et on voit surtout un bloc du Barça avec énormément de joueurs offensifs. Alors ils sont pas tous bien positionnés. Là on a Lewandowski qui est redescendu, donc c'est pas très représentatif d'un truc, ça fait un peu brouillon, mais c'est pas hyper symétrique et tout, tu vois ce que je veux dire. Toujours donc les 2 défenseurs centraux, toujours eux qui essaient de trouver des solutions aussi par la passe. On a vu un Inigo Martinez énormément trouver de solutions entre les lignes. Toujours intéressant. Un Koubarsi aussi très, très bon dans les relances. Un Casado, encore une fois, donc devant la défense, qui avait ce triangle-là pour essayer de faire un peu courir les attaquants. Et donc un Baldé dans le couloir, un Koundé qui va recevoir la balle aussi dans le couloir droit, un Lamine qui rentre dans l'axe. Ce qu'on voyait un petit peu par moment, c'était un Lamine qui collait la ligne et un Koundé qui était un petit peu 3e central. Et là, on avait vraiment la volonté de vraiment attaquer avec en nombre en fait. Parce que d'habitude, Koundé était un peu plus bas. Là, vraiment, Koundé était un latéral très offensif sur le papier en tout cas. Sur le terrain, Koundé c'est pas Daniel Alves, évidemment, c'est pas le même profil, mais il y avait cette volonté de vraiment faire les appels, faire les centres. Koundé, il a été
été assez intéressant. Beaucoup de surcharge aussi, on en avait déjà parlé au milieu, avec là un Lewandowski qui redescend, un Rafinha qui est assez axial, un Pedri très haut, hein, au milieu il aurait pu être ici, mais là il est assez haut, donc ça fait beaucoup de solutions dans l'axe, des latéraux qui prennent le couloir pour essayer d'étirer un petit peu cette défense. On finit l'action avec Koundé qui reçoit le ballon et là bon ça, en vrai ça m'a fait rire, mais pauvre Koundé, il avait le soleil dans la tronche donc il voyait rien en fait, il voyait pas le ballon arriver et là il nous a mis les mains devant le visage, il fait un contrôle. En vrai c'est énorme, il loupe son contrôle, il a loupé 2 contrôles comme ça où il voyait rien avec le soleil. Bon c'est pas très pertinent pour l'analyse, mais juste ça m'a fait rire. Autre séquence, on va voir toute la qualité de Dani Olmo. Déjà dans un premier temps sur le pressing, on a un dégagement du gardien, une tête des défenseurs, ça revient dans les pieds de Dani Olmo ici, et on a un gros pressing des joueurs de Valladolid qui vont venir essayer d'enfermer Pedri et Dani Olmo. Essayer de le bloquer, on a l'arbitre aussi qui est là, qui essaie de bloquer Dani Olmo. Non mais en vrai, donc là, on a les 3 joueurs là qui viennent enfermer comme ça, essayer de les presser, de mettre de l'agressivité, et Dani Olmo en un seul geste, il va casser ça. Et on va voir direct les milieux, hop, c'est fini là. Crochet, on s'arrête ici, là le pressing il est cassé direct. Dani Olmo en plus il a le champ libre pour attaquer. Juste avec un petit crochet etc, il t'élimine un pressing très agressif, et c'est ça aussi la force de Dani Olmo, c'est évidemment son côté un petit peu technique quoi. Donc on avance un petit peu, on se retrouve avec le ballon sur la droite. Cette fois-ci, Lamine qui colle la ligne. On a échangé tout à l'heure sur ce qu'on a vu juste avant. On avait Koundé qui était collé à la ligne, Lamine à l'intérieur du jeu. Là, c'est l'inverse. Mais encore une fois, un jeu qui reste fluide, un jeu où tu as quand même énormément de solutions. Un Dani Olmo qui est un petit peu plus en retrait, un Pedri qui a pris la place de Dani Olmo, un Rafinha et un Lewandowski qui sont axiaux, Koundé qui fait l'appel dans le demi-espace droit, dans le dos de la défense, Lamine Yamal qui va le servir, c'est magnifique. Ça joue de manière fluide, ça continue à attaquer, les joueurs échangent de position comme on l'a dit, mais ça change rien. Donc le centre de Koundé va être un peu long, ça va être récupéré par Valladolid, mais là ce qu'on a c'est un Rafinha qui est un mort de faim tout simplement, qui s'arrête jamais en termes de pressing. Donc là le défenseur se dépêche, évidemment il essaie de dégager, c'est peut-être un petit peu contré par Rafinha, ça revient sur Pedri dans une zone assez dangereuse, et surtout ça va revenir sur Dani Olmo. Pedri qui va se retourner, qui va trouver Dani Olmo à l'entrée de la surface, et là Dani Olmo en une touche il va accélérer tout le jeu. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dani Olmo il lui suffit pas de grand chose pour accélérer le jeu, ça te met une vitesse dans le jeu assez folle, parce que sur son premier toucher de balle il va direct attaquer en fait, et là entrée de surface Dani Olmo c'est un poison parce que en une touche il trouve Lewandowski joue bien le coup, il va le servir en 1-2, alors que quand même ici on a une zone où on a quand même déjà là 4 joueurs autour de Lewandowski et Dani Olmo. Il y a un défenseur central qui est pas loin de Dani Olmo aussi, qui peut intervenir ici dans cette zone, donc ça donne 4 ou 5 joueurs qui sont dans la zone où très difficile de combiner, et pourtant Lewandowski va bien servir Dani Olmo qui va éliminer en un seul crochet aussi le défenseur, et il va se retrouver dans une zone assez dangereuse pour potentiellement marquer. Bon ça fera pas but, mais incroyable 1-2, incroyable vitesse d'exécution entre Dani Olmo et Lewandowski. On disait Lewandowski qui était une catastrophe dans le jeu, qui techniquement ne faisait pas les bonnes choses. Là pour le coup quand il joue simple, quand il joue en une touche remise, quand il joue vite, ça apporte énormément de vitesse aussi dans le jeu. Donc le tir est contré, là on va juste finir avec l'arbitre qui est déséquilibré et tout, qui tombe par terre. Bon sur le direct j'avais pas vu, je pensais qu'il était juste tombé tout seul, mais en vrai il s'est pris les pieds avec le joueur de Valladolid, mais en vrai c'était marrant parce que juste avant t'as l'action qui va à 2000 à l'heure avec Olmo et Lewandowski, 2 secondes après t'as l'arbitre qui se retrouve la tête à l'envers, et tu te dis on joue tellement vite que l'arbitre sait plus où donner de la tête quoi. C'était marrant. Nouvelle séquence, là c'est juste pour montrer le positionnement de Rafinha. On en a parlé en début de vidéo, Rafinha était partout. Là Rafinha se retrouve 3e défenseur central les amis, quand même. Je trouve ça assez lunaire en soi, et tu vas te dire mais pourquoi, mais qu'est-ce que tu fous là Rafinha, va en attaque tu vois en soi. Le premier réflexe que t'as, surtout quand t'arrives pas à marquer. Imagine, on joue, on a 0-0, on a des occasions, mais on a du mal. Et là, tu vois Rafinha en défense, tout le monde va dire mais qu'est-ce qu'il fout là Rafinha, faut que tu ailles en attaque, ça sert à rien que tu sois là. On a tous ce réflexe là de dire il fait n'importe quoi. Mais comme je l'ai dit, les joueurs peuvent très bien échanger leur position, qu'on arrive quand même à avoir cette maîtrise et être dangereux en fait. Toujours, même en ayant ton ailier gauche qui est en défense centrale quoi, limite en 3e défenseur, ou alors à la place de Baldé. Sauf qu'on a un Pedri qui a la vista. Le fait que Pedri soit ici,
assez bas en plus de ça. On a carrément le défenseur central qui sort de sa défense pour venir presser Pedri, mais c'est n'importe quoi, comme je l'ai dit. Où je pense qu'en vrai, ça doit pas être le central, les deux défenseurs centraux doivent être là, ça doit être le latéral. Le latéral, il sait même pas qui prendre, parce que il se dit que l'ailier, il est sur Baldé, et lui, normalement, il est censé marquer Rafinha, mais Rafinha, il est en défense centrale, donc il va pas monter sur Rafinha, c'est pas logique, évidemment. Mais il sort de sa défense pour aller presser Pedri. Sauf que Pedri, en 2-2, il va lancer Baldé, et Baldé, avec la vitesse qu'il a, ça peut être très dangereux. Surtout que l'ailier fait pas l'effort de vraiment suivre. Donc Pedri en une touche, voilà, il va servir dans la profondeur. Baldé, la balle elle est parfaite. Malheureusement Baldé va faire un mauvais contrôle, tout ça, et va pas réussir à bien centrer, tout ça. Mais en soi, c'était juste pour montrer, déjà la vista de Pedri, la qualité, le fait que Baldé aussi peut prendre la profondeur. On a souvent dit que Baldé ici, des fois il faisait pas assez les appels, il apportait pas assez de solutions sans ballon. Et là, en l'occurrence, sur ce match-là, je l'ai trouvé beaucoup mieux rien que dans ce domaine-là déjà. Même dans les dribbles aussi, il s'est bien débrouillé. Ça a mieux fonctionné aussi avec Rafinha, on a eu quand même une belle entente. Et voilà, en gros, c'était beaucoup mieux. Cette animation couloir gauche peut être encore mieux. Il y a encore des petites choses à régler, il y a encore des petits détails qui ne fonctionnent pas. On sait que c'est difficile de faire mieux que le couloir droit où tu as un Koundé qui monte en puissance, surtout offensivement. Yamal qui est un des meilleurs ailiers du monde, même s'il a que 17 ans. Donc forcément, c'est difficile de faire mieux et je demande pas à Baldé de faire du Lamine Yamal, c'est évident. Mais je pense que ce couloir gauche là, avec Rafinha et avec Baldé, on va pouvoir monter en puissance aussi et faire encore plus mal. Et là c'en est la preuve, avec un Baldé qui prend la profondeur, Pedri qui le sert, se retrouver là dans cette position, ça peut faire très mal. Baldé, le problème c'est qu'il fait un contrôle, alors qu'il aurait dû en fait donner en une touche peut-être la balle à Olmo, qui est entré de surface. On a Lewandowski qui fait son appel, qui attire les deux centraux. Le défenseur central, là, premier poteau qui va couvrir la passe, premier poteau pour Lewandowski, et le deuxième défenseur central qui va essayer de, si jamais la balle elle est ici, deuxième poteau pour Lewandowski, le défenseur central, faut qu'il passe devant pour bloquer le tir. Et donc personne ne s'occupe de Dani Olmo dans la zone où il peut être le plus dangereux finalement. Donc là le problème c'est que Baldé il va faire un mauvais contrôle et il va pas pouvoir faire la passe. Mais ça aurait pu être beaucoup plus dangereux comme je l'ai dit. Là encore une fois c'est pour montrer le positionnement. Encore une fois Rafinha, cette fois-ci il est là. Il est plus défenseur central gauche, il va être défenseur central droit. Donc là tu te dis encore une fois c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? On a eu des changements, on a eu Garcia qui est rentré. Garcia qui a fait un très bon travail aussi en rentrant avec ballon parce qu'évidemment défensivement il a pas eu grand chose à faire donc c'est pas le match assez représentatif qui peut te montrer vraiment ce que ça peut donner. On galère un petit peu défensivement quand c'est un peu plus dangereux. Évidemment, même c'est pareil pour Casado qui a pas eu énormément de travail à faire non plus. Il y a Firmino Lopez aussi qui est rentré, qui a eu une activité assez intéressante aussi, qui a fait une bonne rentrée. Voilà. Et donc là, on a Fermin qui est censé jouer à la place de Pedri, donc là où est l'arbitre, là à peu près. On a Lamine qui est très bas aussi, qui revient un petit peu toucher le ballon. On a Garcia donc en 6 et on a Rafinha qui se retrouve là. Quand on avance un petit peu dans le temps, donc là concrètement on a Rafinha qui est au même niveau qu'Inigo Martinez. Là on voit pas, il y a Dominguez aussi qui est rentré, défenseur central qui va se retrouver défenseur central axial. On a Fermin qui est à la place de Koundé, Rafinha qui est à la place de Dominguez ou Koubarsi si vous préférez. Inigo qui est là, c'est en termes de placement tu te dis mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est n'importe quoi mais en vrai c'est juste une phase de construction. Peut-être que l'équipe elle a attaqué ou il y a une contre-attaque ou quoi, il y a eu peut-être un corner même des fois juste avant, je m'en souviens plus là, j'ai pas le truc sous les yeux. Donc peut-être que c'est pour ça que l'équipe elle est un peu désorganisée, mais en attendant c'est aussi pour apporter quelques solutions. On a Fermin qui vient là, il y a combinaison, il y a l'équipe de Valladolid qui est attirée, on voit bien là l'équipe de Valladolid qui est complètement attirée sur le côté droit parce qu'on a surchargé ce côté droit là, donc on a toute l'équipe de Valladolid qui est, la structure elle est dégueulasse de Valladolid concrètement. On a les défenseurs centraux qui sont pas alignés vraiment en défense, on a le milieu de terrain qui se retrouve tout sur la droite, tout le monde est sur ce côté là. On a 6 joueurs qui sont là dans cette zone là pour venir presser on va dire, mais le pressing est inexistant, ça sert à rien parce qu'on va sortir de la balle beaucoup trop facilement. On a Fermin qui va trouver la solution, donc là encore une fois Rafinha qui recule pour essayer d'attirer ce joueur là. Dominguez qui vient ici dans cette zone, presque la zone du 6 de Garcia. Fermin qui va le servir dans cette zone et voilà, là le pressing il est cassé en deux, voilà, on a l'équipe de Valladolid qui peut jamais récupérer le ballon. Alors ce n'est que Valladolid, je sais, il y en a qui m'ont dit ça dans les commentaires et je l'ai dit, ce n'est que Valladolid et tout ça, donc on sait que défensivement ils sont pas très bons, qu'offensivement ils sont pas très bons, c'est des équipes peut-être les plus faibles de Liga, mais quand même on a vu un Barça qui était ultra dominateur. Et peut-être que on aurait joué ce match il y a quelques mois, peut-être qu'on aurait gagné par exemple que 2-0, mais après c'est pas vraiment le sujet en soi. Réjouissons-nous de dire. Beaucoup de négativité je trouve en ce moment, alors que le Barça est au mieux. On a 4 matchs, 4 victoires, on a full victoire, le plein de confiance, du jeu retrouvé, tout porte à croire qu'on peut être de bonne humeur, qu'on peut être heureux. Et pourtant il y a énormément
énormément de négativité autour du Barça, encore une fois. Hein. C'est à quel point ce club je pense que la communauté est de toute façon très toxique. Mais c'est comme ça. C'est les gros clubs qui attirent quand même beaucoup de monde. On va finir la vidéo analyse avec dernière séquence, le troisième, peut-être la fin de la masterclass de Rafinha, même si on est loin d'en voir la fin de la masterclass. Je pense que Rafinha va faire une grosse saison. Vu comme c'est parti, il a l'air en pleine confiance, en pleine... C'est fou. Entre Dani Olmo, entre Pedri, entre Lamine Yamal, même Lewandowski qui a retrouvé son niveau. On a des joueurs qui sont presque à 100% de leurs moyens, qui sont vraiment très très performants. Et vraiment tout le monde en même temps, quoi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sachant qu'en plus de ça, comme je l'ai déjà noté, on a quand même beaucoup d'absents. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'absents, on arrive quand même à être ultra performant et à proposer un beau football. Et ça, c'est comment ne pas être heureux. Donc là, on a un corner de Valladolid. On joue la 72e. On gagne déjà 4-0. Donc en soi, vous allez me dire, obligé de forcer pour marquer. Mais c'est ce nouveau Barça aussi qui a peut-être la dalle et qui a ce besoin de montrer aux autres équipes que le Barça peut être dangereux cette saison. J'ai dit ça hier, on m'a dit ouais, non, tu t'enflammes, c'est Valladolid. Je sais bien, mais de poser un 7-0, imagine tu gagnes ce match-là, imagine Dani Olmo met pas les poteaux et Lewandowski non plus, imagine ça rentre, imagine tu finis ce match avec 10-0. Je pense que le message il est assez fort et je pense que les équipes qu'on va potentiellement affronter, bah ils vont peut-être avoir une vision différente de ce Barça-là. On passe d'un Barça la saison dernière où tout le monde nous respectait plus quasiment, même nos propres supporters ne respectaient plus le club. Il y avait ce truc autour du club, toute cette négativité ou cette dépression. Donc gagner un match comme ça aussi avec un score aussi élevé, bah ça redonne un petit coup de fouet aussi au moral des supporters et puis ça fait à nouveau un petit peu peur, même si comme je l'ai dit ce n'est que Valladolid, mais 7-0 ce n'est pas anodin. Donc déjà une contre-attaque, on va voir que souvent le Barça ces dernières années, hein, ça remonte pas forcément que juste à la saison dernière ou la saison d'avant, c'est même depuis très longtemps en vrai, on voit un Barça qui des fois n'a pas forcément envie de jouer les contre-attaques. Et là on a des joueurs quand même, typiquement en tout cas là sur le terrain, qui sont bons en contre-attaque, on va dire, ou en tout cas qui ont la volonté de jouer les contre-attaques et qui n'ont pas la volonté de attendez, on va poser. On a un Fermin Lopez sur le terrain qui est plus qu'un joueur vertical. C'est déjà, on connaît tous Fermin Lopez. On a Dani Olmo qui est un petit peu dans le même profil. On a Rafinha, on connaît tous aussi Rafinha, c'est pas tendance à vouloir freiner les choses. Donc on a rien que là déjà Rafinha, Fermin et Olmo, à des joueurs qui sont très très poussés vers l'avant et la volonté de tout le temps attaquer. Lamine Yamal, c'est un peu pareil aussi. Il adore attaquer, il adore provoquer, dribbler. Et c'est ce qu'il va faire ici en plus de ça. On a aussi un Koundé, on va le surveiller parce que Koundé, il a fait l'effort. Pareil, Koundé, de toute façon, Koundé, c'est la famille hein, maintenant. Koundé, c'est la famille. On a eu des débuts compliqués avec Koundé, on était là, on n'était pas sûr, ouais, est-ce que vraiment faut faire venir Koundé au Barça? Je pense que le débat n'existe plus. La saison dernière, il y avait des débats de Koundé, ouais, Koundé, je sais pas. Koundé a été très bon, très régulier toute la saison dernière. La plupart du temps, il a été vraiment très bon. Et cette saison, encore une fois, il monte en puissance. Et encore une fois, on va le souligner, mais latéral droit, c'est pas son poste naturel. Même si c'est un défenseur central, Koundé qui a tendance à attaquer, c'est pas sa position naturelle. Donc là, on avance un petit peu, on a Koundé qui se bat à l'épaule avec le défenseur de Valladolid, donc vraiment il est là, c'est le premier, c'est le plus haut quoi, il est là, vas-y, on va se battre jusqu'au bout, tu vois. Il y a cette volonté vraiment de faire l'effort et de libérer aussi un maximum, parce que là sa course à Koundé, concrètement sa course c'est pas pour que Lamine Yamal le serve en profondeur, qu'il se retrouve face à face avec le goal et qu'il allume les cages. Là c'est vraiment pour libérer l'espace un maximum. Là à lui tout seul il attire deux joueurs, même si le joueur là il va se resserrer dans l'axe, mais l'objectif de base c'est vraiment de faire la course ici pour libérer un maximum. Donc là on a Olmo qui a pris la place de soit de Baldé soit de Rafinha comme vous voulez, qui essaie d'écarter un maximum, qui se propose. Moi sur le coup même je me dis à Lamine, vas-y lâche ton ballon, donne à Olmo, mais Lamine il avait tout vu, chose que nous-mêmes en voyant tout le terrain comme ça, en ayant un angle de vue, on voit parfaitement les joueurs, on croit que Lamine il doit la donner ici, alors que Lamine lui il voit déjà dans le futur, il voit dans l'avenir tout simplement. Et là on a l'appel de Rafinha encore une fois, donc là Rafinha c'est toujours pareil, hein. Même de toute façon jusqu'à la fin du match il arrête jamais quoi. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est inarrêtable Rafinha. Rafinha là concrètement il est inarrêtable. Même sur le dernier but, le but de Ferran, je crois que c'est lui qui fait la passe D. Il arrête jamais de faire les appels, de courir, de faire les efforts, pressing. Franchement, je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un mec avec autant d'énergie, autant. C'est fou. Au début, on critiquait un peu Rafinha parce qu'il y avait cette énergie, cette intensité, cette agressivité. Donc on disait c'est bien, il mouille le maillot, il fait les efforts, c'est vraiment impressionnant. Mais il faut qu'il soit meilleur, plus clinique, meilleur dans sa technique, qu'il soit un petit peu plus précis techniquement, qu'il y ait moins de déchets, tout ça.
ça. Et là il est en train de monter en puissance, d'avoir de moins en moins de déchets, d'être de plus en plus efficace et du coup ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Vous voulez absolument aller chercher un ailier, les gars, notre ailier gauche on l'a, hein. Surtout que ça va parfaitement dans ce que veut Flick, et peut-être qu'avec un autre ailier ça aurait peut-être moins marché, parce que Flick, comme je l'ai dit, hein, le profil de Rafinha, c'est typiquement un profil que le coach va aimer. On en avait parlé déjà quand Flick a été annoncé, mais il y a certains profils comme ça que Flick il va aimer. Et Rafinha, c'est typiquement ce gars-là, quoi. Donc on a un Rafinha retrouvé, un Rafinha qui se retrouve à Tserl et qui fait des dégâts monstres. Lamine Yamal, qui est monstrueux, hein. Lamine Yamal, il a 17 ans, les amis, voilà, on a tendance à l'oublier, mais c'est trop, quoi. C'est trop. Là, la passe qu'il fait, c'est un total caviar pour Rafinha, il se retrouve complètement. Le dosage est parfait, la trajectoire est parfaite, le dosage est parfait. Rafinha, il arrive ici, quoi. La passe, elle traverse toutes les joueurs, on va dire, elle passe devant les joueurs, entre deux joueurs, se retrouve là, quoi. Il a plus qu'à. Et donc la passe, ouais, elle est parfaite, quoi. Il se retrouve tout seul face au goal et il y a plus qu'à finir, quoi. C'est facile. Et on va finir sur ces images parce que c'est des belles images et ça montre aussi pourquoi ce Barça fonctionne mieux. J'en ai parlé dans le débrief hier, mais des joueurs qui ont retrouvé du plaisir, des joueurs qui sont heureux, des joueurs qui prennent plaisir à jouer ensemble, qui prennent plaisir à attaquer, à jouer. Il y a vraiment ce bonheur sur les visages des joueurs et ça fait plaisir. C'est des choses qu'on avait perdues, on s'était perdu. Xavi, la saison dernière, s'était perdu dans son football. On l'avait dit que les joueurs et le coach, il y avait plus trop ce lien entre les joueurs, tu vois. On avait l'impression que les joueurs n'y croyaient plus. C'est ce qu'on ressentait en voyant l'équipe jouer. De toute façon, que les joueurs n'y croyaient plus en leur coach, en ce projet de jeu. Et là, on retrouve un Barça du début de saison. Donc forcément, on en a déjà parlé, c'est un petit peu aussi l'effet nouveau coach. À chaque fois qu'on change de coach, il y a cette nouveauté, cet espoir aussi, même chez les supporters, mais chez les joueurs aussi, qui se disent, il y a ce changement. En plus, on voit que ça fonctionne. Donc ça booste aussi le moral des joueurs et peut-être leur manière de jouer, du coup, parce que le mental va aussi joue dans les performances. Mais voilà, donc on a un sourire retrouvé, Rafinha hyper heureux avec Lamine Yamal, ça danse, ça fait des câlins, Dani Olmo qui vient d'arriver et qui est intégré déjà dans l'équipe comme s'il avait joué ici depuis 5 ans. On a même les joueurs de banc comme Pablo Torre qui joue pas beaucoup, Hector Fort qui a pas joué une minute, Gérard Martin qui a un peu plus joué. Là je vois pas qui c'est, ça doit être peut-être Pau Vitor il me semble. Donc des joueurs qui jouent pas beaucoup, qui sont sur le banc, qui là, en l'occurrence était en train de s'échauffer, mais qui viennent et tout, et il y a ce vestiaire assez soudé, quoi, en fait. Tout simplement, hein. Les joueurs qui sont contents pour les autres et tout, et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir à voir. Là, on voit donc, c'était Pau Vitor qui est là, Gérard Martin qui a un grand sourire, hein, sa tête. Pau Vitor qui parle avec Rafinha, qui est content et tout. Donc il y a vraiment cette joie, même chez les remplaçants, chez les joueurs et tout, qui jouent pas beaucoup. On a vu aussi, je l'ai pas là sur les vidéos, mais Hansi Flick qui a parlé avec Hector Fort parce qu'il est pas rentré, parce qu'il a pas eu une minute, donc il a essayé de rassurer le joueur et tout. Tout ça aussi, c'est important pour les joueurs d'avoir un peu le moral. Pour ceux qui jouent pas souvent ou qui ne jouent pas du tout, c'est compliqué de les garder concentrés, on va dire, sur la saison, concernés aussi par le projet. C'est toujours difficile, même surtout pour des jeunes joueurs qui espèrent avoir du temps de jeu et tout ça. Donc c'est compliqué, mais pour le moment c'est plutôt bien géré, je trouve, et ça se passe plutôt bien. On le voit de toute façon sur les visages des joueurs. Là, on voit Hector Fort qui était tout sourire, voilà, avec Koundé, qui rigole, avec Rafinha, Koundé, Pau Vitor, Gérard Martin. Voilà, il y a vraiment cette joie sur les visages, et je tenais à le montrer parce que je trouve ça important, quoi. On a le sourire d'Inigo Martinez aussi, très content. On va avoir le sourire de Garcia aussi, très content pour Rafinha, voilà. Donc il y a cette joie là chez les joueurs, ce sourire, cette bonne humeur, un football retrouvé. Ça faisait, je sais pas, peut-être une dizaine d'années qu'on n'avait pas gagné avec un aussi gros score. Donc comme je l'ai dit, voilà, ce n'est pas anodin. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve demain pour la FAQ. Il y a des choses à dire. On reviendra sur pas mal de choses, je pense. Et puis voilà, d'ici là, passez une très bonne journée, une très bonne fin de week-end. Et à demain. Ciao.